Alors, comme je disais hors enregistrement, bonjour aussi à toutes les personnes qui suivent, qui vont suivre en différé, qui vont rattraper ce cours, et bien sûr aux personnes, vous-même ici présentes. Donc, on va commencer ce cours de méditation, très simple. D'abord, on va définir un petit peu les lignes de c'est quoi méditer. Et je sais qu'on en discute souvent, mais ça peut être bon des fois de revenir un petit peu là-dessus, parce que beaucoup de choses sont dites, il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup d'expressions. Bref. Et ça veut pas dire que les choses sont bonnes ou mauvaises, ça veut dire que des fois on est éparpillé, on sait plus tellement quoi choisir ou quoi faire avec. Donc la première chose aussi, c'est juste vous rappeler que sur la plateforme d'apprentissage, sur votre cours, vous avez le cours, j'ai remis le cours de la session dernière sur l'assise. Donc vous pouvez le visualiser aussi et le regarder, comment s'asseoir, c'est quoi les options pour s'asseoir, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on en reparlera certainement dans ce cours, mais pas aujourd'hui en tout cas. Donc si vous voulez le regarder, en dehors de cette rencontre, faites-le, c'est sur la plateforme d'apprentissage. Donc, c'est quoi méditer? Méditer en premier, c'est la capacité de voir les choses pour ce qu'elles sont. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est sûr que dans cette capacité de voir les choses pour ce qu'elles sont, c'est aussi de regarder un petit peu différemment nos attitudes, puis certainement nos habitudes. Et dans ces habitudes, souvent, qu'est-ce qui se passe? On a certaines préconceptions, on a certaines projections, on a certains effets miroirs, on a certaines attentes. Et le maître avec qui j'étudiais, avec lequel je suis toujours en contact au Népal, me disait souvent, même en méditation, si le Christ t'apparaît, si Vishnu t'apparaît, si Shiva t'apparaît, c'est la forme de ton mental. C'est ce que tu as voulu créer comme croyance dans ton mental. Donc, ne suis pas les images, ne suis pas véritablement ce qui va se passer. Donc, première, on pourrait dire, ça peut être décevant parce que des fois on recherche des réponses mystiques en méditant, mais la première réponse c'est méditer, c'est voir les choses pour ce qu'elles sont, donc c'est aussi voir ce que j'ai pu construire mentalement, comme lien aussi bien affectif, émotionnel ou d'une certaine manière spirituelle avec certaines choses. Quel type d'archétype, quel type de notion j'ai voulu prendre, quel sens j'y ai donné, quelle valeur j'y ai donné. Méditer, c'est un petit peu remettre les choses à leur place aussi. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, ça veut dire que je devrais observer lorsque ça arrive. Qu'est-ce que ça fait? La deuxième question que j'avais posée toujours à notre maître au Népal, à l'époque, c'était tiens, qu'est-ce que je fais avec les rêves? Je sais que je sors un peu du sujet méditation, mais qu'est-ce que je fais avec les rêves? Quand je rêve la nuit, qu'est-ce que je dois faire avec? Parce que chaque rêve a un symbole, une portée, un archétype et une certaine forme, donc très forte. Et on le sait que quand on médite longtemps, par exemple, si on dépasse les 30 minutes, et même ça peut arriver avant 30 minutes, pour avoir fait beaucoup de méditation en retraite d'une heure minimum, il y a beaucoup de gens qui dorment en méditation. La plupart du temps, on dort lorsqu'on médite. On ne se rend pas compte, mais c'est pas vrai qu'on est toujours en conscience. Donc il y a des rêves qui peuvent surgir, il y a des songes qui peuvent surgir. Et là-dessus, c'était intéressant parce que le maître m'avait répondu aussi une chose un petit peu à l'inverse de ce qu'on attend. Il m'avait dit, ok, tu peux t'intéresser à tes rêves, mais sache-le que dans la tradition, on ne s'intéresse pas aux rêves tant que ça. On s'intéresse plutôt aux effets que les rêves ont laissés en nous. Voulant dire comment je me sens après un rêve. Quel type d'effet ça a créé en moi? Quel type de sensation? Quel type d'émotion? Parce que ceci va m'accompagner tout au long de ma journée. Le rêve est juste un déclencheur sur des fragments automatiques de choses qui remontent vers ma conscience parce que je suis en état de tranquillité, et peut-être des choses pas résolues, peut-être des choses chargées au niveau des traumas, des symboles, des archétypes de ce trauma vont remonter. Et il me disait, fais-en l'interprétation par toi-même, si tu le veux, mais va pas chercher le livre des rêves, ou le livre des phénomènes des rêves. Parce que c'est l'interprétation d'une autre personne. Des fois, c'est des archétypes qui fonctionnent parce qu'ils sont universels. Mais est-ce qu'ils ont cette portée universelle pour toi quand ça arrive? Est-ce qu'ils ont véritablement cette charge pour toi lorsque ça arrive? Donc, on est dans une voie très individuelle, en fait, très personnelle, où on nous demande souvent, enfin, on m'a demandé souvent de plonger dans ma propre conscience, de ne pas me laisser attraper par la conscience des autres, de plonger dans ma propre conscience, de prendre cette conscience et de voir qu'est-ce qu'elle était, mais qu'est-ce que je trafiquais avec aussi, qu'est-ce que je détournais, qu'est-ce que je déformais. Donc, en état de non-conscience, disons, si on
On se dit, tiens, la conscience, c'est véritablement la possibilité d'être disponible aux choses telles qu'elles sont. La non-conscience, c'est la non-disponibilité. Et c'est de voir les choses de la manière dont on voudrait les voir par rapport à ce qu'on attend d'elles, et non pas par rapport à ce qu'elles sont, ou à ce qu'elles nous apportent, ou à ce qu'elles nous proposent. On les transforme, on les déforme. Donc, méditer en premier, c'est créer un silence qui n'existe pas, soyons clairs. On ne sera jamais silencieux intérieurement. Vider le mental, c'est une impossibilité. Se séparer de l'ego, c'est extrêmement dangereux. Détruire son ego est une catastrophe naturelle, personnelle. Ne jamais détruire son ego, c'est la première logique. Ne pas être contre son mental, ne pas penser que notre mental est notre pire ennemi, c'est une deuxième catastrophe. Mettre le silence en soi, ça veut dire quoi? Savoir que ça sera toujours bruyant, il n'y aura pas vraiment de silence, mais d'avoir une certaine forme de quiétude, de tranquillité face à ce bruit. D'avoir une certaine forme d'observation face à ce mental. D'avoir une certaine forme de recul face à cet ego. De pas le nourrir plus que nécessaire. Et en même temps, de ne pas se défendre en disant « Oh, ça c'est mon ego. Ça c'est la bêtise de mon ego. » Non, parce que nous sommes l'ego. Nous sommes. Cet ego, c'est nous. C'est pas autre chose qu'on nous a mis à l'intérieur de nous. Donc, c'est la référence à soi. Donc, quand je médite, et quand on va méditer, comme aujourd'hui, on va faire une méditation très simple, et elles ne sont jamais très complexes, vous verrez de toute façon. Mais la première chose, c'est, suis-je disponible à observer? Ou non? Si je suis disponible à observer, ça veut dire que je suis disponible à prendre sans aucun jugement ce qui remonte, ce qui est créé, ce qui est relâché par mon mental. Si je ne suis pas disponible à observer, ça veut dire que je suis troublé. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Ça veut dire que je suis troublé par un souci, par un contretemps, par une pensée d'une chose qui n'a pas été résolue. Donc, je deviens critique. Si j'arrive pas à observer, je vais dans le jugement, je vais dans la culpabilité de ne pas y arriver, et tout ceci est contre-productif en méditation. La première chose, et c'est pour ça que c'est très difficile pour certaines personnes, c'est justement d'arrêter de juger, de culpabiliser, d'être critique envers soi-même, et d'attendre quelque chose de soi. Et du moment qu'on attend quelque chose de soi, immanquablement, on va rater cette chose. On ne va pas y arriver. Parce que l'attente est trop grande, la valeur de cette attente est trop importante, et le stress que ça crée est trop fort. Donc, méditer, c'est n'attendre rien de nous. Mais rien. Zéro. Même pas suis-je capable de. Vous comprenez? Parce que du moment que je vais passer un contrat avec moi-même sur ma capacité, dans n'importe quel domaine, c'est une catastrophe. Ne soyons pas capables de. Soyons nécessairement présents à. Et ça, c'est différent. Donc, méditer, c'est être présent à quelque chose. Présent à quoi? Présent à soi. Présent à ce qu'il se passe en moi. Et présent à ce qu'il se passe autour de moi. Présent à mon corps physique, présent à mon corps mental, et présent au corps du monde extérieur. Et présent, ça veut dire quoi? Des fois, c'est agir, des fois, c'est ne pas agir. La présence décide. Plus je suis présent, plus je suis dans la capacité de voir clairement les choses, et je décide si je dois agir ou ne pas agir. Ceci pour vous dire cela. Si vous ressentez une douleur durant la méditation, soyez présent à cette douleur, quelle qu'elle soit. Ça peut être à la hanche, ça peut être au genou, ça peut être à l'épaule. Bizarrement, des fois, c'est au fessier, sans aucune logique. Donc, si vous êtes présent et présente à cette douleur, sans y réagir en premier, vous serez apte à décider si c'est une douleur qui vient d'une mauvaise assise, voulant dire vous l'avez ressenti en vous installant, mais vous êtes fixé, rigidifié, automatisé, et là, la douleur grandit. Donc, c'est l'action. Vous bougez, vous devez bouger. Vous avez le droit de bouger en méditation. Vous n'avez pas le droit d'être agité, c'est ça la grande différence. Donc, si vous bougez pour vous replacer, parce que vous êtes mal positionné dans votre posture assise, faites-le lentement, avec conscience. Et non pas en réaction d'agitation. Et non pas en impatience ou en énervement. Si vous êtes présent à ce phénomène de cet inconfort, peut-être vous allez découvrir que ça n'a rien à voir avec votre posture assise, mais que ça s'exprime dans votre corps physique.
plupart des maîtres vont dire, ok, c'est une ancienne mémoire, c'est un samskara. Maintenant, en ostéopathie, c'est très à la mode de dire, ok, c'est le fascia, c'est la mémoire du fascia. Dans quelques années, on va dire, ok, c'est plus la mémoire de ci, c'est la mémoire de ça, on va choisir un autre thème, un autre sujet. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est pas juste ça. Ça peut pas être juste une chose. Il y a multifacteurs. Oui, ça peut être muscle, fascia, os, cellules, mémoire, peu importe. Mais c'est pas mon corps par rapport à ma position physique. C'est ce qui surgit en étant stable, enfin, on va essayer, disons inerte, à toute forme de mouvement. Habituellement, lorsque je ressens un inconfort, même émotionnel, je bouge. Je tourne plus vite les pages du livre, plus rapidement les pages du magazine, je détourne le regard dans tous les sens, je change de conversation. J'ai une action, j'ai une résolution, c'est d'agir pour m'échapper de cet inconfort. Méditer, c'est être inerte positivement. C'est être cadavre assis, shava, d'une certaine manière. Donc on va dire, tiens, on ne peut plus fuir l'inconfort, on doit regarder l'inconfort. Donc si dans cette présence, vous découvrez que cet inconfort est dû à un inconfort mental, émotionnel, mémoire, émotion, ou vous n'en savez rien, mais vous savez que ce n'est pas le corps, c'est plutôt de l'impatience résiduelle, n'agissez pas. C'est la non-action. Parce que cet inconfort, s'il n'est pas physique, et qui est beaucoup plus mental et résiduel, qu'est-ce qu'il va créer? Si vous y réagissez, il va créer l'agitation. Et l'agitation, c'est suragir. C'est agir mécaniquement, répéter, trop souvent, rythmique. Et on ne veut pas. On ne veut pas. Donc, si je me retrouve toujours en train de gigoter, parce qu'il y a quelque chose qui me rend inconfortable, puis je me dis, tiens, ok, pardonnez-vous. Ça, c'est la première chose. Dites-vous, ok, je suis en train de découvrir que je suis en agitation, parce qu'en fait, bien que je bouge dans tous les sens, c'est pas ça. C'est comme être au cinéma, cloué pendant 3 heures devant un film, et je commence à voir la gigote parce que le film est vraiment pas intéressant. Ça n'a rien à voir avec mon corps physique. Pourtant, je le sens en brûlure dans mes fessiers. Je peux le sentir en douleur dans ma hanche. Je peux le sentir en léthargie dans mon coude. Vous savez, quelque chose qui fait que vous sentez plus vraiment votre bras ou je sais pas. Et ça vous fait agiter parce que vous paniquez, parce qu'on panique. Restez à l'intérieur de cette agitation. Posez-vous la question, pourquoi ai-je besoin d'être agité? Qu'est-ce que ça m'apporte d'être agité? Et vous aurez la réponse. La réponse, ça sera peut-être, ça me réconforte. Ou tiens, cette méditation me rend inconfortable. Oh, alors c'est trop long, je deviens impatient. Donc c'est pas physique. C'est traduit par le corps physique, mais ça reste mental. Et là, vous allez découvrir tous les mécanismes psychocorporels de défense qu'on a au cours d'une journée. À se faire la peau des ongles, à toujours gigoter, avoir la jambe qui bat de l'aile sous la table de café, comme si on faisait un marathon, tranquillement assis face à quelqu'un. Et là, on va réaliser que ces attitudes sont des inaptitudes de composer avec l'instant. Ces attitudes sont des inaptitudes. Et ces inaptitudes, on n'en a pas besoin. C'est simplement qu'on n'est plus dans la présence, on est dans la projection, et ce qui est vécu nous met en inconfort. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fait que nous ne sommes pas confortables avec. Mais la solution pour être en confort avec, c'est de se mettre en présence, de l'accepter. Tiens, je ne suis pas confortable. La troisième question que j'ai posée au maître était celle-ci. Qu'est-ce que je fais dans une situation dans laquelle je suis inconfortable? Il m'avait répondu simplement, sois confortable d'être inconfortable. Fin de l'histoire.